La vie fixée chez la plante, c'est le résultat de l'évolution. Nous allons commencer par des rappels. Un arbre, qu'est-ce que c'est? C'est un végétal dit ligneux. C'est une molécule complexe, très rigide, qui va faire que les différentes parties de son organisme sont dures, contrairement à une plante dite herbacée, comme la petite fleur que vous voyez en bas. Donc un arbre se décline en deux parties. La partie aérienne, dans laquelle on va distinguer le tronc, l'équivalent de la tige, et la cime ou houppier, l'équivalent des rameaux, donc des petites branches sur une plante vivace. L'ensemble du tronc et du houppier constitue la silhouette. On peut distinguer des grandes silhouettes des arbres. Donc vous connaissez les peupliers qui sont verticaux. On a la silhouette classique que vous voyez là, que tous les enfants dessinent. On peut voir aussi les silhouettes en parasol, comme les pins en parasol. Dans la partie souterraine, les racines. Sur un rameau, maintenant, sur un rameau, nous avons donc différents éléments qui ont un rôle important chacun. Donc tout d'abord sur le rameau de l'année, nous avons les feuilles de l'année. Alors une feuille est constituée donc d'un pétiole qui se prolonge à l'intérieur de la feuille et prend le nom de nervure. On a la nervure principale ou centrale et les nervures secondaires. Et la partie verte de la feuille s'appelle le limbe. Elle est riche en cellules possédant de la chlorophylle et va être capable de réaliser la photosynthèse. Au départ du pétiole, entre le rameau, donc la tige de l'année, et le pétiole, nous avons un bourgeon dit axillaire parce qu'il est le long de l'axe et qui sera à l'origine des nouveaux rameaux. Donc un bourgeon axillaire, en voici un gros plan. Ce bourgeon axillaire peut se développer rapidement chez certaines plantes. Ici, vous avez un plant de tomates. Les jardiniers les enlèvent rapidement. Ils les appellent les gourmands. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils utilisent la sève de la plante. Et si on laisse les gourmands se développer, la plante va se développer dans tous les sens et elle aura des petites tomates. Or, un jardinier, lui, veut récupérer des grosses tomates. Donc, il va éliminer les gourmands au fur et à mesure qu'ils se développent, de manière à ce que le maximum de la sève soit dirigé vers les fruits pour avoir de belles tomates. On s'intéresse en première partie à l'organisation particulière de ces plantes qui sont adaptées à la vie fixée, puisqu'elles sont bloquées à un endroit donné. Il va donc falloir qu'en ce lieu donné, elles trouvent tout et puissent se reproduire. Donc un petit bilan de seconde sur la production de matière chez les végétaux. Alors on ne rigole pas de mon dessin. Je l'ai fait sur Paint, je n'ai pas de tablette graphique. Moi, je trouve qu'il n'est pas si moche que ça. Donc, une petite tulipe ici. Hein. Bon, vous allez me dire, hein, c'est vraiment un dessin de bébé. Je m'en fous, c'est joli. Vous avez donc, au niveau du sol, les racines qui servent d'échange pour récupérer l'eau et les sels minéraux. Et au niveau de l'aérien, vous avez les feuilles qui sont chargées des échanges avec l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du sol? Vous avez les sels minéraux et l'eau qui remontent, qui vont en direction des feuilles. Dans la feuille, qu'est-ce qui se passe? Dans les cellules, vous avez les chloroplastes. Vous les avez observés sur les feuilles d'élodée, cette petite plante aquatique qu'on trouve dans les aquariums. Vous avez arraché une petite feuille, vous avez mis entre lame et lamelle dans une goutte d'eau au microscope. Et vous avez observé que dans ces cellules, il y a beaucoup de chloroplastes. D'ailleurs, on les voit bouger quand la feuille est bien chauffée. Grâce à la lampe du microscope, on voit les chloroplastes circuler à l'intérieur de la cellule. Donc les chloroplastes, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent le CO2 de l'atmosphère et grâce à l'énergie lumineuse, ils vont transformer ce CO2 en un sucre, le glucose, et ils vont rejeter comme déchet de l'oxygène. Tout ça se fait en présence d'eau. Et ce glucose va être associé à plusieurs molécules de glucose pour former un sucre complexe qu'on appelle l'amidon. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir en fin de seconde, le processus de photosynthèse, c'est-à-dire fabrication de sucre à partir de CO2, d'eau et grâce à la lumière du soleil. On ne va pas plus loin. Le processus physico-chimiques se font en TS, en spécialité SVT. Alors, il faut prendre les sels minéraux et l'eau au niveau de la racine. Donc là, il va falloir des cellules très fines qui sont capables de laisser les sels minéraux et l'eau traverser leur membrane. Donc on a des petits poils absorbants qui se regroupent dans les zones
où la racine grandit, où elle n'a pas d'écorce, et c'est ce qu'on appelle la zone pilifère, donc plein de poils. Vous avez un poil absorbant observé au microscope, c'est une cellule déformée, vous voyez, c'est très fin, c'est très transparent. Donc on peut avoir jusqu'à 2000 poils par centimètre carré, le diamètre moyen c'est 10 micromètres, et ça fait de 0,1 à 10 mm de long. Cela permet d'augmenter la surface de contact avec le sol de 1,5 à 20 fois un contact classique si vous aviez une seule racine. Un peu comme une serpillière à franges qui va vous permettre d'absorber beaucoup plus d'eau au sol qu'une serpillière plate. Bon, alors là, il y en a qui vont me dire, moi je fais pas le ménage, j'ai jamais testé. Eh ben testez, vous allez voir, une serpillière à franges, ça absorbe beaucoup plus. On en revient à notre schéma, donc on s'est occupé de la partie du sol avec les racines et changeant le sol, on va s'intéresser maintenant aux feuilles. Donc une feuille, qu'est-ce que c'est? C'est une surface plate d'échange. On voit très bien sur cette photo la nervure centrale et les nervures secondaires, comme un réseau collecteur d'eau, comme des ruisseaux qui vont rejoindre un fleuve, une rivière. Donc ici, on a les nervures secondaires qui vont rapporter de la sève dite élaborée à la nervure principale qui va la ramener dans la tige. Donc dans la partie du limbe située entre les nervures secondaires, il va y avoir photosynthèse. Si on regarde avec une loupe, on voit très bien le dessin des cellules et des micronervures qui vont collecter la sève élaborée. Donc une feuille, qu'est-ce que c'est? C'est une surface de récupération d'énergie lumineuse, tout bonnement comme les panneaux solaires qu'on met sur les toits des maisons. L'homme n'a rien inventé. Une coupe de feuilles. Qu'est-ce qu'il y a dans une feuille? Donc photo du haut, vous avez une coupe transversale de feuilles de houx. On s'est occupé de la partie du limbe, on n'est pas au niveau d'une nervure. Vous avez au sommet un épiderme, comme chez nous, un épiderme assez épais. Vous voyez deux lignes de cellules assez foncées. Dessous, vous avez un parenchyme. Le parenchyme, c'est l'ensemble des cellules de l'intérieur de la feuille. C'est là-dedans que se passe la photosynthèse. On distingue deux sortes de parenchyme. Le parenchyme dit palissadique parce que ces cellules sont disposées verticalement comme les planches d'une palissade délimitant un terrain, comme vous voyez dans les dessins animés, les jolies petites fermes américaines avec la jolie petite barrière blanche avec les barreaux blancs de bois, ça s'appelle une palissade. Bon, bah alors, les cellules ici, elles sont disposées comme sur une palissade, on appelle ça un parenchyme palissadique. Dessous, vous voyez que le parenchyme est beaucoup moins bien organisé, il a des lacunes, des trous qui en fait sont des lacunes aérifères. Il y a de l'air à l'intérieur. Et ce sont ces cellules qui sont donc en contact avec l'air qui vont pouvoir puiser le CO2 de l'air et rejeter l'O2 dans ces lacunes aérifères. Et bien sûr, dessous, nous avons un épiderme pour fermer la feuille qui est beaucoup plus fin que l'épiderme supérieur. Tout simplement parce que l'épiderme inférieur n'est pas soumis aux rayons du soleil et donc on n'a pas besoin d'une grosse protection sous la feuille. L'image du dessous, vous avez une coupe cette fois qui prend en compte la nervure centrale. Donc vous retrouvez la structure de la coupe transversale de feuille de houx à droite et à gauche de la nervure. À droite, ça a été coloré en noir. Et on voit bien au centre de la nervure un système de vaisseaux organisés. On a des verts et des roses. Alors ça vient de la coloration qu'on a utilisée. Donc quand vous avez fait les coupes en TP, vous avez fait des coupes très fines en coinçant la feuille entre deux moelles de sureau. Vous avez ramené avec la lame de rasoir, vous avez fait des coupes très fines et régulières. Vous les avez trempées dans la javel un petit peu 20 minutes pour décolorer, enlever la chlorophylle. Puis vous les avez rincées. Puis vous avez trempé au moins 5-6 minutes dans du carmine vert de Mirande. Le carmin va colorer la cellulose et le vert d'iode va colorer la lignine. Donc on s'aperçoit ici qu'on a des tuyaux roses et des tuyaux verts. On a donc deux sortes de vaisseaux. Pourquoi on parle de faisceau? Un faisceau, c'est un ensemble de vaisseaux. Vous connaissez les faisceaux électriques, les faisceaux optiques en physique. Quand vous les ouvrez à l'intérieur, un faisceau électrique, vous avez plusieurs câbles électriques. Un faisceau optique, vous avez plusieurs fibres optiques. Donc on a dans la nervure un ensemble de vaisseaux qui vont transporter deux sèves. Une sève dite brute et une sève dite élaborée.
Alors, si on s'intéresse à l'empreinte de la face inférieure de la feuille, donc vous avez pris une feuille de houx, on peut le faire sur une feuille de laurier, il faut des feuilles assez épaisses, faites pas ça sur de la salade, ça marchera pas. Vous allez arracher les cellules de salade. Donc on peut faire une petite empreinte avec une goutte de vernis transparent, on laisse bien sécher, avec une petite pince on décolle, on met entre lame et lamelle, donc la partie qui était au contact de la feuille va se retrouver en haut de votre lame pour pouvoir l'observer, et donc on voit des empreintes ici, on s'aperçoit que sous la face inférieure il y a plein de petites portes d'entrée qu'on appelle des stomates. Alors qu'est-ce que c'est qu'un stomate? Un stomate, c'est une porte, une ouverture délimitée par deux cellules dites de garde, puisqu'elles gardent la porte, c'est elles qui décident si l'air va rentrer ou sortir. Et autour de ces cellules, il y a des cellules accompagnatrices. Sur la photo en haut à gauche, on en voit 3. Donc cette ouverture s'appelle un ostiole et l'ostiole va communiquer avec une chambre aérifère qui se trouve juste derrière. Vous pouvez voir aussi le terme de chambre sous-stomatique parce qu'elle est sous un stomate. Donc vu en coupe à droite, on observe des cellules qui ont plutôt la forme de reins qui sont en fait finalement 2 portes et on voit très bien qu'au-dessus de ces 2 portes, il y a un trou, il n'y a pas de cellules, c'est la lacune aérifère. Donc ces cellules de garde vont se gonfler, se dégonfler, en fait se remplir d'eau ou se vider d'eau. Quand elles vont se gonfler, se remplir d'eau, elles vont s'étirer, l'ostiole va s'élargir et quand elles vont perdre leur eau, l'ostiole va se refermer. Il est intéressant d'observer l'ouverture et la fermeture des stomates, de voir à quel moment de la journée ces stomates s'ouvrent et s'il y a un lien avec l'activité photosynthétique, puisqu'après tout, elles sont là pour faire rentrer de l'air à l'intérieur de la feuille. Alors en bleu, sur le graphique, vous avez le pourcentage d'ouverture maximale des stomates, en rouge l'intensité de l'ensoleillement et en vert la quantité de CO2 incorporée dans la matière organique. Alors pourquoi mesurer en nanogrammes la quantité de CO2 par centimètre carré et par seconde, en fait, ça relève de l'activité photosynthétique. Plus vous avez de CO2 qui est absorbé, plus la feuille, finalement, fabrique du glucose. Donc, quand on regarde ce graphique, on s'aperçoit que les stomates sont principalement ouverts entre 8h du matin et 11h du matin. On monte jusqu'à peu près 75% d'ouverture, donc n'oubliez pas quand vous faites une étude de graphique de présenter le graphique et de donner systématiquement des valeurs chiffrées. On s'aperçoit qu'au moment d'ouverture maximum des stomates, nous avons une activité photosynthétique. En tout cas, on constate une quantité de CO2 incorporée forte, donc on peut en déduire qu'on a une activité photosynthétique forte. Deuxième période d'ouverture des stomates dans la journée en fin d'après-midi, également à ce moment-là une forte incorporation de CO2, donc une forte activité photosynthétique. Vers midi, 1h de l'après-midi, les stomates sont fermés et on constate moins de CO2 incorporé. Et donc là, ça confirme bien qu'on a un lien entre l'ouverture des stomates et la photosynthèse, parce que si les stomates sont fermés, pas de CO2 incorporé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'air qui est rentré dans la lacune aérifère et les cellules du parenchyme n'ont pas pu faire de photosynthèse. On peut utiliser maintenant l'intensité de l'ensoleillement, faire un lien. Vous voyez que rapidement, parce qu'on fera cette étude plus tard, rapidement, quand il fait très très chaud, intensité d'ensoleillement maximale à 5, les stomates sont fermés. Donc ça, on verra plus tard, ça fait partie des systèmes de protection pour éviter la dessiccation. On s'est donc occupé des racines, des feuilles. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. La sève. Donc cette sève, elle doit circuler. On a une sève qui part du sol. C'est la sève dite brute, elle récupère l'eau et les sels minéraux, elle doit monter jusqu'aux feuilles, amener la matière première aux feuilles, dans lesquelles se réalise la photosynthèse, la fabrication d'autres molécules, et donc fabrication d'une sève dite élaborée qui va repartir et être distribuée dans l'ensemble de la plante. Alors quand on regarde une branche de céleri qui a été trempée dans de l'eau colorée, au bout de quelques temps, en faisant une coupe transversale, on voit très bien par où est passée l'eau colorée. Donc on a des vaisseaux ascendants. Alors, cette sève brute, on a la composition dessous. Vous voyez que dans le sol, on a principalement de l'eau, nitrate, potassium, phosphate. On n'a aucune molécule organique, c'est-à-dire glucides, acides aminés, des molécules complexes. Dans la sève brute, on retrouve de l'eau,
On voit que les nitrates ont été concentrés, donc les racines ont prélevé des nitrates. Pareil pour le potassium, pareil pour les phosphates. Une fois qu'on a une quantité suffisante, notre sève va monter. On n'a quasiment pas de traces de molécules organiques, on en a un petit peu, c'est normal, on est déjà à l'intérieur de la plante. Elle va monter cette sève de 1 à 60 mètres par heure. Ensuite, une fois que tout est arrivé au niveau des feuilles, on a une sève élaborée qui se forme. Vous voyez que la teneur en eau diminue, on n'est plus qu'à 80% d'eau. Pourquoi? Parce que cette sève va s'enrichir en molécules. Regardez la concentration de potassium et de phosphate, elle augmente, on n'a plus de nitrates. Les nitrates ont tous été utilisés. Par contre, on a 18% de glucides et on a 1% d'acides aminés. Donc les nitrates ont été utilisés pour faire les acides aminés et les glucides, donc eux, par contre, sont fabriqués, donc formule du glucose, C6H12O6, CO2 et H2O. Donc par contre, les glucides ne sont pas fabriqués à partir des éléments minéraux provenant du sol. Les glucides sont fabriqués à partir du CO2 prélevé dans l'atmosphère et de l'eau. Donc dans une plante, on a deux circuits, les vaisseaux du xylème, qui sont représentés en bleu ici, qui vont amener la sève brute depuis donc les racines pour l'absorbant jusqu'aux feuilles, et on a les vaisseaux du phloème qui vont faire le trajet inverse. Quand on fait une coupe de tige, on va voir plusieurs faisceaux conducteurs avec dans chaque faisceau les deux catégories de vaisseaux. Les vaisseaux du xylème qui transportent la sève brute du sol vers les feuilles et les vaisseaux du phloème des feuilles vers le sol. Voici ce que vous devriez observer en faisant une coupe avec votre coloration au carmine vert de Mirande, donc l'image en haut à gauche. Je vous ai fait un petit gros plan sur un faisceau. Donc les gros vaisseaux, c'est le xylème et les petits vaisseaux, c'est le phloème. Pour vérifier l'essence de circulation, une expérience a été faite sur un plant de riz qu'on a exposé à deux substances fluorescentes. On a mis dans une enceinte fermée une substance fluorescente verte au niveau des feuilles et une substance fluorescente rouge au niveau des racines. Où est-ce qu'on retrouve le rouge? Dans les vaisseaux du xylème. Donc c'est bien que le xylème récupère dans le sol et amène en surface. Et dans le phloème, on voit la substance verte. Ça veut bien dire que le phloème, lui, récupère les substances qui viennent de l'atmosphère. Donc de nouveau, une coupe transversale de feuilles entières de houx avec vaisseau dans la nervure centrale. On voit bien ici donc le faisceau constitué du xylème et du phloème, et au milieu vous avez une ligne particulière qui s'appelle le cambium. Ce cambium, c'est un peu la ligne de cellules souches, si vous voulez, l'équivalent des cellules souches chez nous. Ces cellules vont se diviser, les cellules qui vont se diriger vers le haut vont donner des cellules de xylème et les cellules qui vont se diriger vers le bas vont donner des cellules de phloème. Alors, deux vaisseaux. Quelle est la différence de structure entre ces deux vaisseaux? Quand on fait une coupe longitudinale de tige, c'est-à-dire qu'on met la tige verticalement, on met sa lame de rasoir en haut, on tranche, on coupe en deux la tige. Un peu comme si vous preniez une grande baguette, vous la coupiez en deux pour faire un sandwich géant. Et on regarde à l'intérieur. On a deux sortes de vaisseaux. À gauche, bien rouge, on a des grandes cellules allongées dont les cloisons sont un peu obliques. Et à droite, on a des cellules qui ressemblent à des barreaux d'échelle. Les cellules qui ressemblent à des barreaux d'échelle, ce sont les vaisseaux du xylème en bas à droite. On a l'impression à l'intérieur qu'il y a un grand ressort. C'est la fameuse molécule de lignine qui se colore en vert grâce au vert d'iode. Pour vous imaginer ça, ça ressemble un peu aux gros ressorts qu'on appelle des ébulons. Vous savez, ces énormes ressorts en plastique qu'on met en haut de l'escalier. On amorce la descente sur une marche et après il descend tout seul là jusqu'en bas. Et bien en fait, pour fabriquer ces vaisseaux du xylème, on a des cellules longitudinales qui se sont empilées les unes sur les autres. Ces cellules ont dans leur paroi cette molécule de lignine qui s'enroule tel un ressort et les cellules finissent par mourir et il ne reste que ce ressort de lignine qui maintient finalement le tube. Un peu comme des rouleaux de PQ ou le rouleau de sopalin. Pour ceux qui ont déjà regardé des rouleaux de PQ ou de sopalin, vous voyez que c'est du carton qui a été enroulé et découpé. Même principe ici. Par contre, pour les cellules du phloème, les cellules restent vivantes. Vous voyez qu'on a des cloisons, quand on regarde la coupe C, on a des cloisons transversales entre les cellules. Ces cellules restent vivantes, ce qui veut dire qu'elles conservent leur cytoplasme, leur vacuole, leur noyau. Or, il faut que la sève puisse passer d'une cellule à une autre. Et donc, en faisant ici une coupe transversale, donc comme si on tranchait un saucisson, on observe des parois transversales ici avec des petits trous. Et ces petits trous
que l'on appelle des cribles, servent à laisser passer la sève. On dit un tube criblé. Vous connaissez l'expression, pour ceux qui regardent les films policiers, criblé de balles. Ben, il a eu pris plein de balles, le pauvre gars, il est mort, il a plein de trous partout dans le thorax. Et ben là, c'est pareil. La cellule, ses parois transversales sont perforées de milliers de trous. Ça permet à la sève de passer d'une cellule à une autre. Donc voici les vaisseaux ligneux du xylème, sève brute, observe au microscope électronique. Un petit dessin d'interprétation à droite, donc le fameux ressort qui renforce la paroi cellulosique. Pour les tubes criblés du phloème, donc gros détail à droite, on voit très bien les cellules avec la paroi qui n'est pas horizontale, hein, qui est oblique, les petits trous, les cribles, dessin d'interprétation à gauche avec le passage de la sève. Donc globalement, si on résume tout ça, on a ici notre dessin d'interprétation d'une coupe de feuilles. On se met un peu en perspective dessous. On a les stomates qui vont s'ouvrir, se fermer. En s'ouvrant, elles laissent rentrer. Alors ici, on a simplifié, on a mis CO2, hein, mais ce n'est pas que le CO2 qui rentre, c'est l'air. Hein. On a l'air qui rentre dans la lacune aérifère. Les cellules du parenchyme récupèrent ce CO2, fabriquent des glucides, donc photosynthèse. Je vous rappelle que les glucides sont source d'énergie, donc grâce à ces sucres, la cellule va pouvoir fabriquer d'autres molécules organiques grâce aux éléments minéraux apportés par les vaisseaux du bois, la flèche blanche ici sur le schéma. Donc dans les cellules du parenchyme, on a photosynthèse, fabrication de sucre, autre réaction métabolique, fabrication de molécules organiques type protéines, lipides, et ces molécules fabriquées organiques, la grosse flèche grise, vont aller dans les tubes criblés, donc le phloème, et circuler dans toute la plante. C'est la sève élaborée. Donc résumé, schéma bilan, on part du sol, on récupère l'eau, les sels minéraux, la sève brute qui monte via le xylème, qui sera coloré en vert par le ver de Mirande. Ça monte jusqu'aux feuilles. Dans les feuilles, appareil foliaire, c'est une vaste surface d'échange avec l'atmosphère. Circulation des gaz, fabrication par photosynthèse de glucides. Grâce aux glucides, on a une source d'énergie qui permet de fabriquer d'autres molécules organiques. Donc sève élaborée qui va circuler cette fois via le phloème. Ce sont les produits de la photosynthèse et autres produits moléculaires qui vont circuler, aller dans toute la plante. La structure du bois. Alors, par rapport à une tige classique, c'est une tige qui persiste, qui grossit d'année en année. Et on retrouve les deux types de vaisseaux qu'on appelle libère pour le phloème et le bois ou xylème qui conduit la sève brute. Le cœur du xylème, ce sont les premiers vaisseaux de xylème. Quand le premier rond, c'est la première année de vie de la plante. Donc la partie centrale qu'on appelle le duramen, c'est du bois mort. L'aubier, c'est encore du bois vivant, il y a encore de la sève dedans. Donc tous les ans, le cambium, la ligne orange sur la coupe, va fabriquer une nouvelle couche de xylème et va fabriquer une nouvelle couche de libère. Le vieux libère va s'éloigner, se transformer en écorce et le xylème se rajoute à l'intérieur. Donc il suffit de compter les cernes de bois, c'est-à-dire les cernes de xylème, pour savoir quel âge a l'arbre. Un petit détail sur l'écorce et le libère est donc très fin. Et pour ceux qui connaissent le sirop d'érable, donc au Canada, certains érables produisent énormément de sucre dans leur sève élaborée. On va donc perforer l'écorce et perforer le libère, mettre un petit goulot, donc percer les vaisseaux du phloème. On va mettre un seau sous ce goulot et on va laisser la sève élaborée couler, cette sève riche en sucre, et c'est ce qu'on appelle le sirop d'érable. La plante va stocker son surplus de sucre pour résister à l'hiver, surtout quand on a des petites plantes herbacées. Vous connaissez différentes formes de stockage, les racines, comme les carottes, les bulbes, comme les oignons, les crocus. Alors les oignons, si on les mange, c'est qu'ils apportent de l'énergie, comme les carottes. Bon, les crocus, on ne les bouffe pas, c'est toxique. On a aussi les tiges souterraines, les rhizomes. On a aussi des racines tuberculeuses pour le dahlia et d'autres tubercules que vous connaissez bien, la pomme de terre qui est riche en amidon. Donc on a fini cette première partie, je vous invite à regarder la vidéo suivante, partie 2, adaptation des organes de la plante aux pressions du milieu.